Des murmures concernant une rumeur inquiétante se répandent parmi les habitants de la ville, faisant allusion à une série d'incidents dangereux et à un nombre croissant de disparitions. La peur flotte dans l'air alors que même les enfants s'incitent mutuellement à rentrer rapidement chez eux, méfiant face à cette menace inconnue. Le malaise est palpable, dictant le comportement prudent de chacun. Des tensions éclatent lors d'un appel téléphonique lorsqu'une fille annule ses projets, invoquant la chute de ses notes et son besoin d'étudier. L'autre s'emporte, l'accusant de faire passer l'école avant leur amitié et déclare qu'elle devrait tout simplement cesser d'être amie. Frustrée, la première fille soupire et s'éloigne avec son vélo, avant de remarquer soudainement quelque chose sur son téléphone qui attire son attention. Juste au moment où elle se détourne, un message soudain apparaît sur son téléphone, « Soyons amis ». Ces mots inattendus la prennent de court, ses yeux s'écarquillant sous le choc. En dessous, l'ombre de quelqu'un qui se tient à proximité laisse présager une présence troublante. La dure réalité s'impose à elle, elle n'a pas d'amis en cette première année de lycée. Soudain, elle est saisie et immobilisée par deux silhouettes intimidantes, l'une d'elles faisant claquer de manière menaçante un rasoir, promettant de raser ça de près et proprement. La peur la paralyse alors qu'elle se débat, ses yeux écarquillés remplis de panique et de désespoir. Le tourment s'intensifie alors que la fille est maintenue de force, un harceleur faisant cruellement claquer un rasoir en menaçant de la raser complètement. Les autres se moquent de la difficulté de raser quelqu'un d'autre, tandis qu'un garçon souriant suggère de s'en prendre à l'autre côté ensuite, amplifiant sa terreur. Soudain, une voix calme interrompt la scène, attirant l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Une fille posée avec des lunettes ordonne aux harceleurs de retourner à leur place, son autorité calme brisant la tension. Le choc de la fille harcelée s'accentue alors que l'attention de la foule se déplace, son nom Tomoko Mochizuki résonnant autour d'elle. Pendant ce temps, une voix provocatrice la nargue, lui suggérant cruellement d'arrêter purement et simplement de venir à l'école, aggravant son isolement. La salle de classe tombe dans le silence tandis que les harceleurs reçoivent l'ordre de se lever et de s'incliner, leur pouvoir étant momentanément freiné. Les yeux de Tomoko reflètent un mélange de douleur et de résignation, hanté par les insultes cruelles qui résonnent dans son esprit. Dehors, la vie suit son cours avec indifférence, des enfants jouent et rentrent chez eux tandis qu'elle marche seule, poussant son vélo à travers les rues calmes. Ce n'est qu'après le début du harcèlement qu'elle a réalisé à quel point elle était véritablement isolée, bien qu'elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis. La douloureuse vérité était qu'elle n'en avait pas même un seul. Le couloir silencieux devant la classe a fait l'écho à son nom, accentuant le poids de sa solitude. Malgré sa solitude, Tomoko devient discrètement la personne de confiance de ses camarades de classe, partageant volontiers ses notes et ses devoirs. Elle est déterminée à garder son travail propre et précis, sachant que les autres dépendent d'elle. Même à l'approche de l'examen, elle reste patiente et gentille, offrant 2 exemplaires de ses notes sans la moindre hésitation. La conversation révèle un détail surprenant, Mochizuki tient 2 cahiers, dont un strictement destiné à être prêté aux autres. Malgré la gêne, elle insiste sur le fait que cela ne la dérange pas, bien qu'elle ait déjà terminé ses devoirs pour la journée. Pendant ce temps, un autre élève réfléchit à cette habitude inhabituelle, discrètement intrigué tout en nettoyant la classe vide. Les élèves discutent calmement de l'étrange habitude de Mochizuki de garder 2 cahiers, admettant que cela semble un peu bizarre. Ils reconnaissent qu'elle est gentille mais qu'elle en fait trop et qu'elle a du mal à se faire des amis. Malgré les taquineries sur le fait qu'elle dort en classe, on perçoit une pointe de compréhension derrière leurs paroles. Invitée à se joindre à une sortie karaoké, Mochizuki est prise de court mais visiblement intéressée. Lorsqu'on lui demande de s'occuper d'une corvée de nettoyage en échange, elle accepte avec un sourire plein d'espoir, montrant un rare moment de connexion avec ses camarades de classe. Malgré son sourire radieux et son accord empressé, une discrète vulnérabilité persiste sous la surface. Elle aspire toujours profondément à être acceptée et non rejetée. Alors que le moment passe, une lueur de doute traverse son regard, révélant la lutte cachée derrière sa façade pleine d'espoir. Caché parmi les feuilles denses, un œil unique et grand ouvert observe avec une intensité troublante. Soudain, le calme de la protagoniste se brise lorsqu'elle sent quelque chose de terrifiant à proximité, son expression se figeant sous le choc et la peur. Attirée par un bruit soudain, elle écarte prudemment les buissons et découvre une grande poupée usée, abandonnée là. Ses yeux réalistes et sa robe en lambeaux la perturbent. Pourtant elle ne peut s'empêcher d'admirer sa beauté étrange, se demandant si quelqu'un l'a perdue. Elle décide qu'il est préférable d'apporter la poupée au poste de police. Remarquant à quel point la poupée est abîmée, elle touche délicatement son visage, partagé mais déterminé. Elle commence à la laver soigneusement, espérant lui rendre un peu de son charme d'antan. Soudain, son père apparaît, curieux de savoir ce qu'elle fait.
La protagoniste explique son intention de nettoyer la poupée et de la porter au poste de police, dans l'espoir de la restituer à son propriétaire. Son père rejette l'idée, insistant sur le fait que la police ne s'intéresse pas à une poupée perdue et suggère qu'elle a probablement été jetée. Elle l'écoute en silence, son expression mêlant incertitude et résolution. Elle publie une photo de la poupée en ligne, espérant que quelqu'un la reconnaîtra, touchant doucement son visage. Elle formule le souhait discret de retrouver son propriétaire, bien qu'elle soit encore un peu sale. Elle décide de se reposer pour la nuit et de finir de nettoyer la poupée demain. Le lendemain, elle se précipite dans les couloirs de l'école, essoufflée mais déterminée, reprenant son souffle à son bureau. Elle remarque quelque chose d'inhabituel, une petite plume coincée sur le bord de son sac. Sa curiosité s'intensifie alors qu'elle médite sur ce détail inattendu. Son cœur rate un battement lorsqu'elle ouvre la fermeture de son sac, pour y trouver la poupée qui la fixe en retour depuis l'intérieur. Le choc et l'incrédulité envahissent son esprit. Comment a-t-elle pu se retrouver là? Elle se demande si elle l'a transportée d'une manière ou d'une autre dans son sommeil, luttant pour assimiler cette impossible réalité. La peur la saisit lorsqu'elle imagine les conséquences si ces quatre la découvraient son secret. Le groupe insouciant discute et rit, inconscient de son anxiété grandissante. Soudain, le faux pas maladroit d'un camarade de classe brise le moment, la forçant à s'excuser rapidement et à détourner l'attention. Eka s'excuse rapidement pour avoir bloqué le couloir, montrant sa nature attentionnée alors qu'elle propose son aide pour distribuer des papiers. Sa gentillesse ne passe pas inaperçue, un camarade de classe admirant sa façon de faire un effort pour saluer les autres, ce qui explique pourquoi elle est la déléguée de classe. Pendant ce temps, Yuri Miyoshi vérifie son téléphone, un camarade lui exprimant son soutien, louant son physique, son talent et son avenir prometteur. Tatsuya Sakiguchi évoque sa surprenante double vie de délinquant de haut rang qui continue d'aller à l'école, ce qui le rend étrangement attirant. Pendant ce temps, Mashiro Shiratori se décrit joyeusement comme une idole étourdie, bien qu'elle soit la première de la classe, se demandant comment le génie et l'idiotie peuvent coexister. À proximité, un camarade avertit rapidement un autre de surveiller ses paroles, faisant allusion aux dynamiques sensibles au sein du groupe. Une fille est assise seule à son bureau, transpirant nerveusement alors qu'elle se remémore un avertissement lui disant qu'elle ne voulait pas être détestée comme quelqu'un qu'elles connaissent toutes les deux. Ses yeux révèlent un mélange d'anxiété et de détermination. Soudain, l'horloge affiche l'heure, et une voix s'écrie « Eh, tu es en retard ». La fille essuie de dures insultes de la part d'une camarade dominatrice, qui se moque d'elle en la traitant de lente et d'inutile, tandis qu'elle s'excuse nerveusement. Après cet échange tendu, elle s'éclipse discrètement par un sentier désert, soulagée d'avoir survécu à la confrontation. Trouvant un endroit isolé, elle envisage de cacher quelque chose dans son sac, mais se fiche soudainement, sentant que quelqu'un l'observe. La fille est prise au dépourvu lorsque Takamine apparaît soudainement, tenant une grande poupée et demandant ce que c'est. Le groupe se rassemble autour d'elle, choqué par la taille de la poupée et par les remarques directes de Takamine sur le fait de la transporter, sous-entendant des problèmes mentaux. Un camarade se demande s'il s'agit d'une tentative délibérée de montrer qu'elle a des problèmes, tandis qu'une autre est surprise que Takamine soit venue préparée pour la confronter. La tension monte d'un cran lorsque Shiratori demande de but en blanc si la fille veut à ce point se réconcilier avec eux. Prenant tout le monde de court, la fille, Mashiro, réagit avec un « confus avant que le commentaire acerbe de Shiratori n'échappe, provoquant un avertissement de ne pas provoquer Takamine. Soudain, Shiratori attrape rudement Mashiro, intensifiant la confrontation. La colère de Takamine éclate alors qu'elle qualifie agressivement Mashiro de « traîtresse » et exige qu'elle dégage une bonne fois pour toutes. Mashiro, secouée et sur la défensive, insiste sur le fait que ces dures accusations sont fausses. La confrontation tourne à la violence lorsque Takamine attrape Mashiro par le col, hurlant de rage à propos de la mystérieuse poupée et la qualifiant de « truc stupide », tout en la bousculant. Alors que la tension persiste, le garçon demande à Takamine ce qu'il devrait faire de cette poupée encombrante, l'agitant machinalement dans tous les sens. Takamine, visiblement irrité, se plaint des cheveux emmêlés de la poupée, tandis que Mashiro, encore secoué, envisage silencieusement de renoncer à la poupée malgré ses sentiments persistants. Le garçon projette soudainement la poupée haut dans les airs avec un cri féroce. « Prends ça !» Notre héroïne réagit sous le choc, les yeux écarquillés et la bouche bée, complètement prise au dépourvu par cette attaque inattendue. Les deux filles regardent la scène avec tension, incertaines de ce qui va se passer ensuite. La poupée fend les airs, sa robe et ses cheveux flottant sauvagement alors qu'elle plonge vers l'eau en contrebas. Les spectateurs regardent en silence, pétrifiés, leurs expressions mêlant choc et incrédulité. À l'instant où la poupée s'écrase dans la piscine, l'eau éclabousse violemment,
marquant l'impact de cette agression inattendue. La poupée flotte face contre terre dans l'eau, étrangement immobile et trempée, le groupe regarde avec des réactions partagées et dégoût, inquiétude et irritation tandis que l'un d'eux exprime son dédain, dégoûtant, catégorique. La tension retombe lorsqu'un avertissement sévère est lancé au garçon, lui disant de ne plus refaire de coups tordus de ce genre, tandis qu'une autre fille se serre le bras, visiblement secouée par le chaos. L'eau se ride doucement là où la poupée a coulé, sa présence s'effaçant sous la surface. La fille se tient silencieusement près de la barrière, le regard lointain et pensif alors qu'elle contemple l'horizon. Lentement, elle se détourne et s'engage sur un chemin désert, le soir tombant autour d'elle alors qu'elle rentre chez elle. Trempée et épuisée, elle serre la poupée gorgée d'eau, sentant le poids de la situation peser sur elle, une pensée amère lui traverse l'esprit et elle pue, les grands yeux hantés de la poupée croisent les siens, mais elle ne peut que soupirer, s'interrogeant sur ses propres actions et sur le but de cette étrange épreuve. Encore humide et sentant légèrement les stigmates de l'incident, les cheveux emmêlés de la poupée sont soigneusement séchés à l'aide d'un sèche-cheveux, alors que la fille croise le regard fixe de la poupée, un lien étrange et troublant semble se nouer entre elles, une tension silencieuse persiste, à la fois pesante et profonde, alors qu'elles sont assises ensemble dans la pièce sombre. La fille admet qu'elle n'est pas très douée pour se faire des amis et s'excuse d'avoir entraîné la poupée dans son monde compliqué. Elle réfléchit au cas de Takamine-san, qui est gentille, forte et populaire en classe, quelqu'un qu'elle admirait profondément. Takamine-san discute avec assurance du prochain festival culturel, révélant qu'il comprendra une pièce de théâtre. La classe bouillonne d'excitation alors que le rôle principal de la pièce du festival culturel est à pourvoir. Une fille pleine d'assurance se porte volontaire avec enthousiasme, déclenchant des rires et des plaisanteries amicales parmi ses camarades. Lorsqu'on lui demande directement son avis, Tomoko hésite, prise de court et incertaine de ce qu'elle doit répondre. La fille pleine d'assurance taquine Tomoko, écartant rapidement l'idée qu'elle puisse obtenir le rôle principal et suggérant qu'elle est plus adaptée au travail en coulisses. Lentement, Tomoko commence à avoir l'impression de s'intégrer à la classe, notamment grâce aux encouragements de Takamine-san pour aider à organiser le festival. Pendant ce temps, un garçon à proximité, buvant nonchalamment, réalise qu'il se fait tard et qu'il devrait commencer à rentrer. Alors que le garçon cache précipitamment sa canette d'alcool, ses amis l'avertissent de ne pas la jeter simplement dans la poubelle de l'école. Pendant ce temps, on demande à Tomoko de jeter discrètement la canette à l'extérieur de l'établissement pendant qu'un autre élève promet de retenir le professeur. Plus tard, alors que le festival culturel approche, un élève se prépare à faire une annonce importante à la classe. L'enseignant annonce solennellement que de l'alcool a été découvert, ce qui entraîne la suspension de Tatsuya Sakiguchi. La classe écoute sous le choc et la confusion, un élève se demandant discrètement pourquoi cela s'est produit. L'atmosphère devient tendue à mesure que les conséquences de l'incident se font sentir. L'enseignant annonce que toute la classe va se retirer du festival culturel, choquant tout le monde. Les élèves réagissent avec incrédulité et frustration, remettant en question la justice de punir toute la classe pour la faute d'une seule personne. Les tensions montent alors qu'ils font face à la perte soudaine de leur travail acharné et de leur projet. L'enseignant affirme fermement que la décision de se retirer du festival est définitive. Les élèves réagissent avec incrédulité et frustration, déplorant la perte de leur travail et de leurs préparatifs. Au milieu de la tension, un élève rappelle que c'est Mochizuki qui a jeté la canette, laissant planer des questions non résolues sur l'incident. La tension dans la classe s'accentue, l'atmosphère devenant de plus en plus lourde et pesante. Notre protagoniste réfléchit à ses vaines tentatives pour dissiper le malentendu concernant la canette jetée, réalisant que ses excuses n'ont fait qu'éloigner davantage les autres. Même Takamine-san, autrefois une amie, a pris ses distances, laissant la protagoniste isolée et accablée par les répercussions. Submergée par la culpabilité et l'isolement, la protagoniste fond en larmes, hantée par l'idée que les choses auraient pu être différentes si elle avait mieux agi. Elle s'accroche à la poupée comme à sa seule source de réconfort, confessant qu'elle est la seule amie qui lui reste. Dans ce moment de désespoir, elle se demande désespérément ce qu'il faudrait pour obtenir le pardon. Hantée par la solitude, la protagoniste se demande si la vie serait plus facile si tout le monde était une poupée, à l'image de son unique compagnon. Tentant de détendre l'atmosphère, elle essaie d'en rire, mais le poids de son isolement persiste dans son regard embué de larmes. Juste au moment où la protagoniste se sent complètement seule, l'expression de la poupée change, ses yeux se fixant sur elle avec une intensité troublante. Dans une promesse glaçante, elle déclare qu'elle fera de tout le monde son ami, offrant une étrange lueur d'espoir ou quelque chose de bien plus sinistre. La fille déclare soudainement qu'elle fera de tout le monde l'ami de la poupée, provoquant une réaction de choc.
la poupée se jette sur elle à une vitesse terrifiante, lui arrachant un cri de terreur. La fille reste stupéfaite, réalisant que quelque chose d'étrange est en train de se passer avec la poupée. Encore secouée, elle se demande si ce qu'elle a vu n'était qu'une hallucination provoquée par l'épuisement. Essayant de se calmer, elle décide qu'il est préférable de se reposer après les événements accablants de la journée, mais lorsqu'elle regarde à nouveau la poupée, celle-ci semble soudainement vivante et immobile, la laissant perturbée. Elle replace soigneusement la poupée dans le placard, les yeux fixés sur son regard d'un réalisme dérangeant. Dans un léger clic, la porte se ferme, emprisonnant cette présence troublante. Épuisée, elle s'allonge enfin pour se reposer, bien qu'un malaise persistant plane dans le silence de la pièce. La lumière du matin filtre doucement à travers les rideaux alors qu'elle s'étire au réveil, un moment de calme après cette nuit agitée. Ses yeux se tournent pensivement vers le placard, encore habité par le souvenir de la présence mystique de la poupée. Plus tard, au lycée, l'atmosphère change brusquement alors qu'elle se précipite dans le couloir, attirant l'attention surprise de quelqu'un avec un soudain « oh ». En regardant par la fenêtre, ses yeux s'écarquillent de surprise face à la scène qui se déroule en bas. Deux garçons s'amusent à asperger de l'eau, prenant une fille au dépourvu. Cette scène inattendue brise la tranquillité de la journée scolaire et capte immédiatement son attention. La protagoniste réfléchit avec amertume au graffiti cruel gribouillé sur son bureau, réalisant que ce genre de harcèlement se produit dans toutes les classes. Elle se demande si c'est inévitable, quelque chose qui ne peut tout simplement pas être arrêté. Pendant ce temps, le professeur observe la scène avec hésitation, sentant la tension mais ne sachant pas comment réagir. La classe apprend que Tatsuya Sakiguchi a disparu, ses parents n'arrivant pas à le joindre et aucun rapport de police n'ayant encore été déposé. Les élèves s'échangent des regards inquiets et supposent qu'il sèche probablement les cours comme d'habitude, bien que cette fois, cela semble plus sérieux. Un élève montre une conversation par SMS laissant présager des ennuis, ce qui accentue l'inquiétude. Les camarades de classe spéculent sur la disparition de Ryushan, suggérant qu'il pourrait être impliqué dans une bagarre puisqu'il est connu comme délinquant et se vante de sa force. Une fille se souvient qu'il se vantait d'avoir un tatouage sur le dos, ce qui surprend les autres qui doutent qu'il soit allé aussi loin. Malgré les doutes, un autre élève confirme la véracité de l'histoire, photo à l'appui. Les camarades de classe réagissent avec choc et incrédulité lorsqu'une photo révèle le nouveau tatouage audacieux de Sakiguchi, confirmant qu'il s'est bel et bien bagarré. Un élève explique leur étroite amitié d'enfance, éclairant la façon dont un délinquant et un riche héritier ont pu être liés. Pendant ce temps, une fille discrète espère qu'en l'absence de Sakiguchi, les autres se montreront moins cruels aujourd'hui. Submergée et immobilisée, la protagoniste admet qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec la force de Sakiguchi et lutte contre ce sentiment inconnu d'impuissance. Pendant ce temps, l'air de la nuit est rempli de respirations lourdes alors qu'une moto gît abandonnée sur une route déserte, et que des pas pressés se déplacent dans les herbes à proximité. Encens et désespéré, le protagoniste avance en chancelant dans la forêt sombre, serrant son bras blessé. La panique et la confusion envahissent son esprit alors qu'il cherche son souffle, hurlant son incrédulité face au chaos qui se déploie autour de lui. Malgré la douleur, il lutte pour continuer à avancer, déterminé à ne pas abandonner. Une prise de conscience soudaine et brutale frappe le protagoniste, se reflétant dans ses yeux écarquillés par la panique. Pendant ce temps, une fille remarque une fenêtre restée ouverte, s'arrêtant avec un air intrigué alors que le ciel du soir se profile au-dessus d'elle. Elle hésite, jetant un coup d'œil vers le rideau qui flotte avant de décider de vérifier la fenêtre. Les yeux de la fille s'écarquillent sous le choc lorsqu'elle reconnaît les cheveux blonds qui dépassent du rideau. La panique s'installe quand elle réalise qu'elle a oublié de verrouiller la porte, et elle se précipite à l'intérieur, tremblant de peur et de confusion en se demandant comment il a pu s'introduire chez elle. Elle reste figée sur le pas de la porte, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle réalise qu'il est vraiment venu jusqu'à sa maison. Le doute et l'inquiétude se bousculent dans son esprit. Se pourrait-il qu'il cause encore des ennuis? Malgré sa peur, une pointe de préoccupation surgit alors qu'elle hésite, se demandant ce qu'elle doit faire ensuite. Elle fouille soigneusement la pièce mais ne trouve aucune trace de lui. Confuse, elle se demande s'il ne s'est pas glissé dans une autre pièce, son esprit s'emballant alors qu'elle se rappelle qu'il était là il y a à peine un instant. Ses yeux se plissent avec une détermination grandissante, refusant de le laisser disparaître si facilement. Ses yeux se fixent sur la poupée qui se tient étrangement devant elle, la confusion et la peur l'envahissant. Elle se souvient l'avoir rangée en toute sécurité dans le placard, et pourtant elle est là inattendue et troublante. La présence dérangeante de la poupée épaissit le mystère de ce qui se passe à l'intérieur de sa maison. La forme troublante de la poupée révèle un patchwork grotesque de chair recousue et de tissus usés.
ses yeux sans vie à demi clos comme pour cacher un sombre secret, son sourire tordu et ses membres déformés lui confèrent une présence sinistre, estompant la frontière entre un jouet et quelque chose de bien plus terrifiant. L'air autour d'elle semble lourd, comme si la poupée elle-même observait, attendant que les événements se déroulent. Son choc s'accentue et elle se couvre la bouche, luttant pour assimiler le spectacle horrifiant qui se dresse devant elle. La poupée, ressemblant étrangement à Sakiguchi-kun, a une apparence d'un réalisme perturbant, sa forme grotesque est tachée et recousue, exhalant une odeur qui évoque du vrai sang. Une réalisation glaciale la frappe, cette peluche pourrait bien être faite de chair humaine. L'étrange poupée, assemblée par des morceaux grotesques, reste inanimée alors que le choc de la fille s'intensifie, sa main couvrant sa bouche d'horreur. La présence troublante de la silhouette pâle aux yeux écarquillés aux côtés de la poupée ajoute à l'atmosphère glaciale. Une voix entende déclare « Tu as un nouvel ami maintenant », scellant le sinistre destin qui se prépare. Terrifiée, elle hurle lorsque la poupée horrifiante est soudainement soulevée, sa forme grotesque dégoulinant de sang frais, figée sur le sol. Elle regarde avec effroi la silhouette qui tient la poupée s'approcher, le poids du moment brisant tout espoir. Ses yeux écarquillés reflètent le cauchemar qui se déroule sous ses yeux, impuissante face à ce qui va suivre. Le garçon, le visage en partie dissimulé, lui tend la poupée grotesque en disant « Tiens, voilà », tandis que la fille le regarde, muette de stupeur, son regard se déplace vers le tatouage d'oiseau sur son dos, un symbole qu'il arborait autrefois fièrement devant ses amis. Les souvenirs de ses vantardises résonnent faiblement, contrastant cruellement avec la sombre réalité présente. Submergée par la terreur, elle hurle et trébuche en arrière, essayant désespérément d'échapper au cauchemar qui se déroule devant elle. Elle s'enfuit en courant de la pièce, le poids de la peur la poussant vers le monde extérieur. Sa course effrénée est capturée alors qu'elle s'éloigne à toute vitesse, le bruit de ses pas martelant le trottoir. Dans une tentative désespérée de fuir, elle crie son incrédulité, sa respiration saccadée et paniquée. Soudain, elle perd le contrôle et s'écrase au sol tandis que son vélo dérape. Luttant pour reprendre son souffle, elle se plaque la main sur la bouche, submergée par le choc et la peur qui la consume. Essayant désespérément de se convaincre, elle se raccroche à l'espoir que tout cela n'est qu'un cauchemar. Recroquevillée sur le sol à côté de son vélo renversé, elle tremble alors que le silence de mort est brisé par le bourdonnement soudain d'un insecte à proximité, intensifiant sa frayeur. Lorsqu'une main d'ombre se tend vers elle depuis les ténèbres, elle hurle de terreur, piégée entre la réalité et le cauchemar auquel elle tente d'échapper. Juste au moment où la peur menace de la consumeur, une voix familière retentit. Son père apparaît, l'inquiétude lue sur son visage. Il lui demande gentiment ce qu'elle fait dehors si tard et si elle a besoin d'une aide médicale après sa chute. Bien que soulagée par sa présence, elle ne peut se défaire d'un sentiment troublant alors que l'obscurité les enveloppe tous les deux. Encore secouée, elle admet nerveusement qu'elle a oublié de verrouiller la porte et craint que quelqu'un d'étrange ne se trouve à l'intérieur. Son père réagit avec alarme mais tente rapidement de minimiser la situation, insistant sur le fait qu'il n'y a rien de valeur et l'exhortant à ne pas s'inquiéter. Malgré son malaise, elle s'excuse à voix basse, tandis qu'il balaie ses inquiétudes, exprimant sa fatigue et son désir de simplement rentrer à la maison. Il propose de vérifier les pièces avec elle, sentant sa peur persistante, et elle accepte nerveusement. Ensemble, ils pénètrent dans la maison silencieuse, la tension flottant toujours dans l'air alors qu'ils se préparent à inspecter les lieux. Alors qu'ils gravissent prudemment l'escalier grinçant, les yeux de la fille s'écarquillent sous le choc, ils s'approchent discrètement d'une porte ouverte, révélant une pièce sombre où une mystérieuse poupée est assise, étrangement immobile sur une étagère. Son cœur s'emballe alors qu'une présence troublante envahit l'atmosphère. Soulagée mais toujours fatiguée, elle remercie son père alors qu'il tente de la rassurer une fois de plus. Il décide d'aller se coucher tôt, lui rappelant de soigner ses blessures avant de dormir. Alors qu'elle éteint la lumière et s'installe, un malaise persistant assombrit son expression fatiguée. Épuisée, elle s'effondre sur son lit, se convainquant que cette expérience troublante n'était qu'une rêverie due à la fatigue. Soulagée d'avoir gardé ces étranges pensées pour elle, elle essaie de s'apaiser jusqu'à ce que quelque chose attire son regard, la réveillant en sursaut sous le choc. Une tache sombre et de mauvais augure éclabousse le sol, attirant instantanément son attention. Elle halète, son souffle s'accélérant alors que l'effroi envahit ses sens. Ses yeux écarquillés et terrifiés révèlent la profondeur de son choc, son corps tremblant de panique. Son choc s'accentue lorsque la mystérieuse poupée se met soudainement à parler, insistant « Ce n'est pas un rêve », luttant pour assimiler ce moment surréaliste. Elle s'arme d'une farouche détermination. Résolue, elle décide de se débarrasser de la poupée dérangeante, la serrant fort avant de la jeter. Partagée entre la peur et la responsabilité, elle réfléchit au sort de la poupée,
cherchant son propriétaire sur les réseaux sociaux mais ne trouvant rien, alors qu'elle hésite, un éboueur propose de lui débarrasser du sac de manière inattendue, submergée, elle le supplie nerveusement de l'accepter, soulagée de pouvoir enfin s'en séparer. L'éboueur jette le sac dans la benne du camion sans hésitation, en regardant de loin, elle ressent une pointe de doute, se demandant s'il y avait une raison particulière pour que la poupée ait été abandonnée au départ, elle s'interroge à voix basse, cherchant à se rassurer sur le fait que s'en séparer était le bon choix. Soudain, sa main se tend, ses doigts tremblants comme s'ils essayaient de saisir quelque chose hors de portée, ses yeux écarquillés reflètent un mélange de choc et d'urgence, tandis que l'autre personne l'observe attentivement, des gouttes de sueur perlant dans une muette inquiétude, le moment est pesant alors qu'elle lutte pour parler, sa voix étant à peine un murmure. Alors que l'éboueur jette le sac dans le camion poubelle, il s'arrête soudainement, sentant quelque chose d'inhabituel, ses yeux se plissent de suspicion tandis qu'il inspecte soigneusement le contenu, marmonnant « HM ». Qu'est-ce que c'est que ce ? La tension monte alors qu'il fouille plus profondément, découvrant quelque chose d'inattendu à l'intérieur du sac. L'éboueur remarque quelque chose d'inhabituel coincé à l'intérieur du camion poubelle et s'arrête pour inspecter, malgré l'impatience de son collègue, il examine attentivement l'obstruction, déterminé à la faire passer rapidement, sa main gantée s'introduit à l'intérieur, révélant la source du blocage. Sa main agrippe soudainement avec force une jambe emmêlée au milieu des détritus, la tirant dans son champ de vision d'un coup sec, les yeux de l'éboueur s'écarquillent sous le choc alors qu'il fixe cette découverte inattendue, marmonnant « Hein ». Le choc de l'éboueur se transforme en alarme lorsqu'un cri à glacer le sang retentit à proximité, ses yeux balaient les environs, tentant d'en localiser la source, tandis qu'un bruit de broyage sinistre intensifie la tension. Soudain, il frappe un bouton dans une tentative désespérée de réagir, le visage marqué par un effroi grandissant. La pire crainte de l'éboueur se confirme lorsqu'un corps ensanglanté apparaît piégé à l'intérieur du camion poubelle, coincé sous le mécanisme de broyage. La panique s'empare de lui alors qu'il appelle à l'aide de toute urgence, le visage pâle et trempé de sueur, réclamant désespérément une ambulance ou la police. Au milieu des débris sanglants, un faible mouvement s'esquisse, une main tressaute légèrement, laissant deviner que la silhouette piégée est toujours en vie. Soudain, de longs cheveux ébouriffés glissent vers l'avant, révélant un visage hanté et maculé de sang qui émerge de l'obscurité. La fille couverte de sang, ses yeux grands ouverts et fixes remplis d'un vide glacial, se dévoile lentement au milieu des ténèbres, sa robe en lambeaux et ses cheveux souillés ajoutent à cette vision d'épouvante, tandis que le nom de Tomoko résonne dans l'air lourd de tension, l'horrible vérité s'impose enfin, elle est bien loin de la figure innocente qu'ils ont connue autrefois.